Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Dans les vidéos qui vont suivre, là, nous allons maintenant passer aux choses un peu sérieuses, c'est-à-dire à un niveau un peu plus avancé dans ce que nous avons fixé comme objectif. Donc là, nous sommes à la fin de ce module, ce second module, et voilà, nous aurons à réaliser normalement deux ou un projet, donc en fonction du temps que ça prendra. Donc, sur ce qu'un stagiaire peut faire en bureau d'études, quoi. Voilà. Donc là, j'espère que ça va pas prendre long. Mais avant que cela, avant que je ne commence, j'aimerais vous entretenir sur ce qu'on appelle, bon, ça c'est un projet que je suis en train de réaliser. Ce sont des centrales solaires au sol. Donc, le cours est déjà prêt. Les formations sont déjà prêtes. Il manque l'enregistrement. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que ça viendra dans la suite, quoi. Ne vous inquiétez pas. Bref. Donc, nous allons parler aujourd'hui des hangars. Les hangars agricoles sont souvent prosaïquement utilisés de façon, voilà, on n'utilise plus ce terme hangar agricole, mais c'est pas seulement les hangars agricoles. On peut les utiliser pour bien d'autres usages. Par exemple, pour des bureaux, ça demande un certain aménagement pour des hangars de stockage et puis voilà. Donc là, il faut savoir aussi que lorsque les entreprises travaillent avec ce qu'on appelle les entreprises de bureaux d'études comme Exotechnologie Solar qui proposent par exemple des hangars gratuits dans le monde agricole, c'est pas Exotechnologie qui produit ces hangars. Exotechnologie va sous-traiter la construction du hangar. Donc, on prend attache avec un bureau d'études chargé dans la construction des hangars. Donc en France, c'est beaucoup d'Espagnols, sans stigmatiser les races, beaucoup d'Espagnols ont ce marché-là parce qu'ils ont des prix abordables. Les Turcs aussi, voilà, mais les Français eux-mêmes, c'est quand même un peu passé, voilà, les prix sont quand même élevés. Bref, c'était à titre informatif pour ceux qui vont vouloir se lancer à leur compte. Maintenant, chaque bureau d'études des énergies solaires prend attache avec, on va dire, un bureau d'études dans la construction. Donc, ils vont nous envoyer un catalogue dans lequel, autant pour moi, ils auront un certain nombre de hangars standardisés. Ils vont nous envoyer le catalogue en termes de longueur, de largeur, et ainsi que des caractéristiques des différentes hauteurs sous gouttière et les longrines, les différentes longueurs des longrines, etc., etc., etc. Donc, quand nous on a le catalogue en bureau d'études, on a les caractéristiques, on a aussi le coût, un coût approximatif. Donc, en fonction maintenant des différentes régions où ça va être implanté, si c'est par exemple dans des zones qui sont en hauteur, ça demande un peu plus de robustesse au niveau de la structure. Donc, ça devient un peu plus cher, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc là, ce que moi j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas de catalogue malheureusement. Donc, je suis allé sur Internet et j'ai essayé de télécharger quelques catalogues. Donc, je vais vous demander de faire pareil. Vous irez sur Internet et vous allez télécharger un catalogue. Donc là, ça c'est pas un catalogue complet, mais on va dire c'est un abac. Donc, comprenez juste l'esprit de ce qui se passe en bureau d'études, quoi. Donc là, nous, par exemple, quand on va proposer un hangar gratuit. Voilà l'exemple d'un hangar là. Vous voyez un peu. Bon, ils ont mis une nouvelle génération. Donc, nous, on va installer notre centrale dessus. On sait le nombre de panneaux qu'on mettra. On va proposer, par exemple, il y a un tarif d'achat obligatoire. Quand on est raccordé en basse tension, il faut savoir que EDF OA, AO ou OA, achat obligatoire, voilà. EDF AO rachète de l'électricité. Donc là, ils ont mis le prix au watt crête. Bon, c'est des prix qui varient fortement, quoi. Donc c'est un peu ça. On sait que bon là, pour cette région, on aura telle production au minimum. Donc une réalisation soignée, voilà. On va prendre des techniciens compétents. Plan optimisé, besoin des agriculteurs, voilà. Installation en toute zone. Neige, vent, 2-2. Bon là, c'est
La zone de neige V, c'est le NV65. Voilà, c'est un logiciel ou un site qui nous permet de déterminer le code de neige vent, donc la zone, quoi, en fonction de, quand on met les coordonnées GPS, ça nous dit le type de vent qui souffle dans la zone, si c'est un vent fort ou un vent faible. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Donc, nous, on a un catalogue qui peut renseigner un ensemble de données. Donc, là, par exemple, ils ont pris, par exemple, taille 20. Quand vous voyez 20 en premier, là, c'est la longueur. Et là, c'est la largeur. Et la dernière. Bon, les 4 mètres 3, c'est la hauteur sous gouttière. Voilà, c'est du sol à ce niveau. Voilà, parce qu'il y a aussi de ce niveau à ce niveau qui est aussi une hauteur, quoi. Donc, la gouttière, c'est un élément métallique ou en PVC qu'on met là pour canaliser les eaux fluviales qui vont s'écouler des différents pans de nos hangars. Donc là, ils ont essayé de faire un peu, voilà, ça c'est un peu les plans. Bon, c'est les architectes qui le réalisent de temps en temps, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Donc là, le bureau d'études va nous réaliser une étude technique, une étude de terrassement, et ils vont construire le hangar. Nous, on va installer la centrale photovoltaïque et on va le raccorder au point de livraison le plus proche et réaliser des missions de contrôle. Bon, ça, c'est à la fin un peu du projet. On appelle le conseil pour un peu vérifier. Donc là, vous voyez par exemple par rapport à la caractéristique du hangar qu'ils proposent là. Donc en fonction des caractéristiques, ils ont déjà donné un coût. Vous voyez un peu, non? Un coût, voilà, il y a ce coût-là en fonction de la puissance qui va être installée. Donc c'est un peu comme ça. Là, ils ont même montré les onduleurs qui vont choisir Huawei ou ABB. Bon, ça c'est ABB, c'est l'un des meilleurs onduleurs dans le domaine. Huawei, c'est maintenant les plus grands concurrents en ce moment. Ils produisent beaucoup et leurs onduleurs sont très utilisés en France en fonction des coûts aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut comprendre un peu l'esprit. Il faut comprendre l'esprit. Donc là, j'ai juste pris un document sur Internet comme ça. Donc, voilà un peu. Quand vous entendez hangar gratuit, c'est tous ces éléments-là, quoi. C'est pas le bureau d'études qui va le construire. Le bureau d'études va le construire, mais au travers d'autres bureaux d'études, quoi. Donc, nous, on va juste le financer. Donc là, on va un peu rentrer dans ce qui est un peu plus technique et ça va nous prendre un peu de temps. Donc, j'espère que vous allez quand même comprendre. Donc là, ça, c'est par exemple bon, Galco, c'est voilà un constructeur, c'est un bureau d'études qui sont spécialisés dans les charpentes métalliques. Donc c'est une PME française, voilà. Donc voilà, ils ont quoi? Ils proposent par exemple des hangars qui sont standardisés. Donc les dimensions sont déjà standardisées, la maçonnerie est simplifiée, les structures sont innovantes et légères, les éléments pliés, ampliables. Donc tout ça là, on peut les plier et déplier. Donc ils proposent quoi? Rapidité, devis facile. Quand vous rentrez en contact avec eux, vous dites par exemple on veut un hangar à 25 x 60, donc ils vont vous faire un devis en fonction de la région, bien qu'ils vous aient déjà envoyé par exemple un catalogue des différentes caractéristiques, quoi. Souvent, le prix n'est pas fixe. Le prix varie en fonction des régions. Donc là, mais vous aurez déjà en termes de dimensions, les caractéristiques, les différents angles, et voilà un peu les caractéristiques techniques de la structure. Donc, livraison rapide, montage en temps record, structure élégante, finition parfaite. Bon, là, ils essaient un peu de se mettre un peu en avant. Ça, c'est, on va dire, du branding. Voilà, donc, voilà un peu les différents hangars. Vous voyez un peu, là, on a par exemple un hangar symétrique. Donc, on a un pilier ici, ils sont symétriques à ce niveau. Et là, il y a des piliers aussi qu'on ajoute après quelques espacements pour bien soutenir la structure. Donc ça, c'est un hangar qu'on appelle monopente. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est d'autres types de hangars également. Voilà, et ça, c'est deux niveaux. Et c'est un peu ça. Donc là, par exemple, vous avez vu un peu les différents usages. Donc ça peut, un hangar, c'est pas seulement dans le monde agricole, mais on dit agricole de façon un peu grossière. Ben, ça peut servir, par exemple, dans un atelier de mécanique, ou bien là, par exemple, on peut dire, là, ce sont des bobines, des câbles électriques. Donc, un atelier de production. Ça peut servir de bureau. Ça dépend de l'aménagement intérieur qu'on fait. Voilà, ça, c'est dans la logistique. Ça peut être un hangar de stockage. Ça, c'est dans les surfaces de commerce. Vous voyez un peu. Donc, c'est à plusieurs usages. C'est un peu ça. Donc là, ils mettent un peu les caractéristiques de ce qu'ils produisent
Donc, des hangars de 100 mètres carrés à 1000 mètres carrés et plus. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça, c'est l'emprise au sol. Donc, voilà un peu l'image ou bien le design ou le dessin d'un des bâtiments. Donc, les pignons. Ah, moi, je disais longrine. C'est des pignons. De cette extrémité à cette extrémité, on appelle ça les pignons. Donc là, eux, ils ont mis les caractéristiques. Vous avez 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 15, 18, 20. Ça peut aller jusqu'à 30 des fois. Donc ça, c'est la hauteur sous gouttière. Vous voyez un peu, on appelle ça de là à là, la hauteur sous gouttière. Et là, vous avez le long plan. Donc, ça peut pas de 8 à 32, mais ça peut aller au-delà. Vous voyez un peu là, ils ont proposé aussi 60. Ça part des fois jusqu'à 89. Donc, ça dépend vraiment des besoins du client. Donc là, voilà un peu l'ossature complète d'un hangar. Vous voyez un peu. Ça, c'est un hangar symétrique. On a ajouté un élément là. Voilà. Un pied. Donc, quand on va passer dans les fichiers Excel, je vais parler des poteaux. Donc, ce sont ces poteaux-là. Donc, on va par exemple prendre cette longueur-là. Si on mesure par exemple que c'est 60 mètres, on va dire les poteaux seront mis chaque 5 mètres, chaque 6 mètres ou chaque 7 mètres. C'est eux qui vont proposer. Donc, moi, je vais prendre cette longueur-là. Je vais diviser par 7 mètres d'espacement. Je vais savoir moi, le nombre de poteaux que j'aurai ici. Et vu que le nombre de poteaux que j'aurai sur cette longueur, ce sera le même nombre de poteaux sur cette longueur-là. Donc, ça va faire ce nombre de poteaux fois 2. Donc, si on a encore une rangée de poteaux au milieu pour soutenir la structure, donc ça va faire 1, 2, 3. Donc, le nombre de poteaux que j'ai trouvé ici multiplié par 3. Donc, vous voyez un peu comment ce sera dimensionné. Donc, cette image-là permettra d'illustrer. Maintenant, des fois, sur la toiture aussi, il y a ce qu'on appelle les puits de lumière. Donc là, on va laisser des puits de lumière espacés. Donc là, il faut savoir que la réglementation va demander à ce que les panneaux ne soient pas disposés pour couvrir cette lumière-là, quoi. Donc là, on va laisser cet espace-là, on va mettre les panneaux en dehors. On va respecter, par exemple, un écart de 90 cm par rapport aux éléments qui sont sur le toit. Ça, c'est par exemple le Sky Dome. Et vous avez là les puits de lumière. Donc, certains bâtiments aussi, ce qu'on appelle les cheminées pour laisser passer, par exemple, la chaleur qu'il y a à l'intérieur, les refroidissements d'air, les renouvellements d'air, etc. On peut les renvoyer en toiture, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Donc là, maintenant, là, il y a un supplément, il y a le bardage. Donc, vous voyez tout ce qui est blanc là. Le bardage, on peut construire ce hangar simplement comme ça, on met juste la couverture et on met les panneaux sur la toiture. Donc ça, ce serait un hangar sans bardage. Mais le fait de mettre le bardage, ce qu'on appelle le bardage, c'est le fait de couvrir le hangar pour qu'il soit à l'air libre. Donc ce qui est à l'intérieur sera caché par cette tôle-là. Donc là, vous voyez par exemple bardage non isolé. Donc là, on a un bardage qui est non isolé, bas cassé, galvanisé, préfabriqué. Donc ça, c'est venu être monté ici. Mais on peut aussi avoir un bardage isolé. Donc là, on va prendre certains panneaux sandwich et on va mettre l'isolant à l'intérieur. Vous avez maintenant ce qu'ils appellent la menuiserie, les châssis, les fenêtres. Vous voyez un peu les différents volets. On peut prévoir une porte quelque part ici. Portillon, voilà, avec service anti-panique. Vous voyez un peu. Donc tout ça, c'est un peu là, c'est un peu, voilà, la représentation classique d'un hangar. Donc on va essayer de parcourir tout le document pour que vous puissiez comprendre et à la fin, je vais faire une petite synthèse. Donc là, pour l'implantation, vous voyez qu'ils mettent par exemple là une dalle massif au sol. Voilà, après ils vont venir perforer les bétons pour mettre les vis à l'intérieur. Donc vous voyez un peu. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Massif béton à titre indicatif. Donc, vous voyez un peu, voilà. Pas de crosse d'ancrage dans le béton. Voilà. On va perforer ça et on va mettre à l'intérieur, on va venir visser. Donc, c'est un peu ça. Vous avez là le type de béton. Voilà. Un béton pour ce sol, il a certaines caractéristiques. Donc, c'est cette caractéristique qui est là. C2025 dosé à 300. Bon, ça, c'est vraiment technique. Bon, nous, on essaie de lire pour comprendre un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut encore voir? Donc là, c'est toujours pose massif et longrine uniquement. Donc voilà. Vous voyez un peu, là, on a un autre type de hangar. Un hangar. C'est deux hangars qui sont mis ensemble.
Donc là, ce type de hangar, c'est bien parce que ça ne demande pas beaucoup de... Au lieu qu'on ait deux hangars séparés, on aura deux hangars au même endroit collés. Et voilà, au lieu qu'on ait plusieurs poteaux, ça va nous permettre d'épargner, d'économiser en termes d'acier, quoi. Donc voilà un peu. Donc vous voyez un peu là, c'est un alignement. On a mis beaucoup de puits de lumière. Ça permet d'économiser l'électricité en journée. Donc là, vous avez certains types de hangars aussi. Là, c'est plus long. Un, deux, trois hangars en même temps. Ça, c'est vraiment un grand entrepôt. Donc voilà un peu. Là, c'est un hangar avec ce qu'on appelle une devanture. Donc il y a un prolongement. Donc voilà un peu. Donc là, par exemple, là, vous avez quoi? La gamme qui propose un peu les caractéristiques techniques d'un hangar. Vous avez un peu les différentes longueurs. Ce qui peut rentrer dans un hangar, vous voyez un peu que c'est vraiment haut. Ça, c'est un camion. Ça, c'est un bus. Donc voilà les dimensions à respecter. Ça peut aller jusqu'à combien? 20 mètres. Donc c'est quand même grand. On peut aussi aller à 30. Donc, vous voyez que quand on parle de hangars, c'est pas seulement des hangars agricoles. Vous voyez que comme ça, c'est par exemple des concessionnaires de voitures. Ils utilisent aussi, on peut l'appeler hangar. Donc, mais c'est un autre type de hangar, quoi. Vous voyez comment la toiture est, mais les bords sont carrés. Donc là, on peut aussi mettre les panneaux solaires, mais comme il y a un peu des éléments de bordure en hauteur, on va un peu décaler les panneaux pour éviter les différents ombrages. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu. Ça, c'est un hangar également. Donc, voilà un peu les différences de statut des hangars. Ça, c'est un hangar monopente. On va un peu remonter. Là, il appelle comment? Mono. Voilà, on appelle ça un hangar monopente parce que le toit, il est incliné d'un seul côté. Voilà, c'est un peu ça. Monopente. Et comme c'est deux côtés, on appelle ça les bipentes. Maintenant, il y a les bipentes symétriques et les bipentes asymétriques. Par exemple, ici, va être plus petit que de ce côté par rapport au nord et au sud. On pourra mettre par exemple le côté qui est petit vers le nord et le côté qui est grand vers le sud. Différents auvents. Voilà un peu. Donc, voilà le statut d'un hangar. Voilà un peu. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Donc là, on va essayer de lire un peu la documentation. Je zoome un peu là pour qu'on essaie de lire. Donc, selon votre localisation, comme je disais, les conditions climatiques, neige et vent entrent dans le calcul du prix d'un bâtiment. C'est évident. Donc, à cause de ça, nous, en bureau d'études, on ne sait pas encore le prix exact, quoi, mais on a déjà une tranche. On sait que maintenant, en fonction de la région, les prix peuvent fortement varier. Parce que lorsque vous êtes dans une zone qui est beaucoup couverte de vent, votre hangar sera soumis à beaucoup d'intempéries. Donc, il faut qu'il soit prêt à résister. Donc là, selon votre localisation géographique, conditions climatiques, neige et vent entrent dans le calcul du prix du bâtiment. Paramètres nécessaires pour les calculs des charges par application des normes Eurocode en vigueur. Donc, Eurocode, c'est la norme de l'Union européenne concernant les différentes construction des hangars. Donc voilà, nous, on va l'envoyer en bureau d'études. On a déjà la localisation de la parcelle. On va essayer de lui expliquer, par exemple, au bureau d'études de structure, que bon, monsieur, nous, on veut construire un hangar qui a déjà tel nombre de dimensions. On aimerait mettre les panneaux solaires en toiture. Donc voilà, on lui donne les coordonnées et lui, il va aller vérifier de son côté là-bas. Il va faire ses calculs, prendre ses mesures en fonction de la région et il va nous faire un devis. Donc, en fonction de ce qu'on aura demandé. Donc, voilà, on parle ici du permis de construire. Le permis de construire est exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 mètres dans les zones ouvertes par un PLU ou un document assimilé. Ceci est porté à 40 mètres carrés. Donc, ils disent quoi? Que lorsque ce qu'on veut construire dépasse 20 mètres carrés, il faut l'emprise au sol, quoi, les dimensions au sol. C'est-à-dire 20 mètres carrés, c'est quoi? C'est 5 d'un côté et 4 fois 5, 20. Donc, la largeur 4 et la longueur 5, ça fait 4 fois 5, 20. Donc, un hangar de 20 mètres carrés ne va pas demander. Un hangar inférieur à 20 mètres carrés d'emprise au sol ne va pas demander, mais au-delà de 20, il va demander un permis de construire.
Donc, le recours à un architecte. Donc, pour réaliser toute construction, faire recours à un architecte. Pour la réalisation d'un projet de construction n'est pas obligatoire si la construction comporte une surface de plancher, une emprise au sol inférieure à 170 mètres carrés. Donc, s'il s'agit d'une construction agricole, ceci est porté à 800 mètres carrés. Donc, ça, c'est pour les maisons individuelles. Donc, si on veut construire un hangar et notre surface d'emprise au sol est inférieure à 800 mètres carrés, on n'est pas obligé de faire appel à un architecte. Donc, on peut nous-mêmes se débrouiller au bureau d'études et essayer de créer un truc, mais c'est pas professionnel. Il faut toujours, ça, c'est ce que la norme dit. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais voilà, vous ne perdez rien en faisant ça. Passer par un architecte parce que lui, il est plus professionnel et il va bien le faire. Nous, en bureau d'études, on est plus spécialisé dans tout ce qui sera dimensionnement, le côté énergie, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais certains bureaux d'études aussi, en fonction on va dire quoi, des besoins du client, pas des besoins, mais des besoins ou du prix du projet, de la rentabilité, ils vont essayer de grappiller un peu en évitant de prendre un architecte. Et ça fait peut-être une économie de 500 euros, mais bon, 500 euros pour un projet. Donc, faut un peu laisser ça. Donc là, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Vous voyez un peu là, c'est vraiment beau. Donc là, ça, c'est que des hangars avec bardage. Il faut savoir que le bardage peut être fait en bois ou en tôle. Voilà. Il peut aussi exister des hangars sans bardage. Tout c'est en fonction des besoins du client. Donc, vous voyez, ici, les bureaux sont aménagés. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir que c'est ça. Donc, c'est des sortes de préfabriqués sur lesquels on va mettre des panneaux solaires, quoi. Donc, il faut retenir que quand on parle des hangars gratuits, ça peut être tout ça. Vous voyez un peu comment ici, c'est vraiment bien fait. Contrôle technique, voilà, ceux qui ont les voitures. Donc, c'est un peu ça. Là, vous avez compris l'esprit. Quand on parle de hangar, il ne faut pas juste voir un hangar agricole. Il faut voir le hangar de façon générale. C'est-à-dire, il peut permettre de stocker de la marchandise. Il peut être un hangar de logistique. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, maintenant, là, on va repasser à ce niveau. Donc, là, je vais essayer maintenant de vous expliquer par rapport à ma petite expérience. Donc, avant d'implanter le hangar, nous, en bureau d'études, on va essayer de mettre à l'aide de nos fichiers Excel, on va essayer de mettre, par exemple, les différentes longueurs et largeurs de notre hangar. On saura déjà combien de panneaux solaires il faudra mettre. On va essayer de faire un calcul un peu avec les fichiers approximatifs pour avoir une idée déjà du prix pour que quand eux viendront avec leur prix, on va voir si ça rentre dans nos tranches qu'on avait prévues. Donc, mais lorsque on veut mettre des panneaux sur un hangar, il y a ce qu'on appelle l'étude de sol. C'est important. Il y a une loi en France qu'on appelle la loi Elan. Je pense que c'est après le Covid que ça a été voté, 2020 comme ça, en 2020. Donc cette loi exige que pour tout projet de construction, il faut faire ce qu'on appelle une étude de sol géotechnique. Donc, ils amènent, vous prenez en tâche aussi avec un bureau d'études, mais le bureau d'études structure peut le réaliser à votre place avant de lancer le projet. Ça dépend du cahier de charges, quoi. Donc, ça va permettre de, d'étudier le sol. C'est une étude géotechnique. Ça permet d'étudier le sol. Donc, ça va permettre de déterminer la résistance de notre sol, le type de fondation qu'on pourra mettre, si ce sont des fondations profondes, avec des pieux ou des micro-pieux ou bien des fondations un peu en surface avec des treillis soudés. Vous voyez un peu comme on a vu là, ils avaient mis une dalle béton. Donc il y a d'abord des fondations en bas de la dalle. Donc il faut d'abord faire une étude géotechnique du sol. Donc ce sont des études simples qui nous permettent de déterminer si le sol il est simple, bon pas simple, souple, ou bien si le sol il est résistant. Donc ils vont utiliser un appareil qu'on appelle le pénétromètre ou pénétromètre. C'est un appareil, vous pouvez regarder sur internet un peu, un appareil qu'on appelle le pénétromètre, 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 je pense, pénétromètre,
Nétromètre. Voilà un peu, je sais pas, je vais aller un peu en image. Ce sont des appareils qui permettent de perforer le sol. Voilà, il perfore le sol et il fait remonter de la terre. Il fait remonter de la terre. Et en fonction du type de terre qu'il va faire remonter, on va l'analyser. On va dire, par exemple, après, si on a perforé jusqu'à 1 mètre, on regarde le nombre, le type de terre qu'on a à 1 mètre de la surface du sol. Après, à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres, on a tel type de sol. Si c'est de l'argile, si c'est un sol rocheux ou rocailleux, je sais pas trop le terme à utiliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça va nous permettre de savoir le type de sol qu'on a et en fonction de ça, ils vont adapter la structure. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'études de géotechnique. Il y a un type qu'on appelle G1. Ça c'est fait de façon générale lorsqu'on ne connaît pas, on n'a pas encore les plans où vont être implantés notre structure, mais on a déjà la parcelle, quoi. Donc, on peut venir faire les placements, les prélèvements à divers endroits. Maintenant, il y a aussi un type d'étude de sol qu'on appelle G2. Ça, c'est lorsqu'on connaît déjà le plan, on sait où on va mettre les différents pieux. Donc, on fait une étude précise à cet endroit, quoi. Donc, ça, c'est quand les plans existent. Et il y a d'autres études plus avancées qu'ils appellent AVP Pro. Donc, c'est ce que moi j'ai lu pour avoir travaillé un peu régulièrement avec eux sur les différents chantiers. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, ça, c'est l'étude de sol. Il faut aussi savoir que maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'étude structure. Voilà, donc l'étude structure, ça permet de réaliser aussi, d'étudier la toiture en fonction des régions et de la zone du vent, quoi. Donc l'étude structure a pour objectif, on va dire, de mesurer les différents risques qui seront liés aux intempéries ou aux aléas climatiques, quoi. Donc ça permet d'éviter beaucoup de risques, de surprises, que notre hangar soit construit et puis emporté par le vent. Donc, souvent, il faut faire toutes ces études-là et les assurances demandent ça. Donc, c'est aussi ça parce que le hangar sera couvert par une assurance. Donc, il faut réaliser toutes les études. Donc, c'est un peu ça. Donc, toutes ces études-là, l'étude structure et l'étude, par exemple, géotechnique du sol, peuvent être réalisées par le même bureau d'études ou par des bureaux d'études différents, quoi. Donc, ça dépend un peu de la compétence qu'ils ont. Mais il faut savoir aussi que l'étude géotechnique, elle n'est pas chère. Les prix sont compris entre 1000, 1200 et 1500. Maintenant, si vous êtes, par exemple, dans l'étude géotechnique de type G2, donc, il faut savoir que ça peut aller au-delà. Donc, nous, en bureau d'études, par exemple, on sait déjà, on a déjà une tranche de prix, quoi, vu qu'on travaille régulièrement. Donc, on sait que c'est souvent entre 1000, 1200, 1500. Donc, nous, au bureau d'études, on va mettre dans notre chiffrage au maximum 1500. Voilà, ça nous permet d'avoir une marge peut-être de 20 à 30% sur le prix de départ. Donc, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous parler sur les différents hangar, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter pour mes résumés? Donc, faut savoir que lorsqu'on fait appel au bureau d'études pour la structure, c'est pour que notre hangar, la structure de notre hangar soit adaptée aux différentes contraintes géologiques du sol. Donc, c'est un peu ça. Et le fait de dimensionner, par exemple, notre hangar avec des structures métalliques adaptées nous permet d'éviter certains risques liés, voilà, aux intempéries. Donc, eux maintenant, quand on fait appel à eux, qu'est-ce qu'ils vont nous fournir? Premièrement, ils vont nous faire ce qu'on appelle, là je résume, hein, je résume, ils vont nous fournir des documents techniques. Donc, ils vont nous donner, premièrement, ce qu'on appelle une pré-étude du gros œuvre. Donc, ça contient, par exemple, l'étude de la conception de l'ouvrage, le dimensionnement et le ratio des différentes armatures qui vont être utilisées et ils vont essayer de faire le chiffrage de la quantité de matériel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pré-étude du gros œuvre. Après, il y a un autre document maintenant qu'on appelle l'étude d'exécution du gros œuvre. Là, ils vont entrer en profondeur. Ils vont maintenant faire ce qu'on appelle nous faire la nomenclature complète de l'acier parce qu'il y a différents aciers, quoi. Donc, il y a les aciers pour les poteaux,
il y a les aciers pour les traverses, etc. C'est pas le même type d'acier, pardon. Donc, ils vont nous faire la nomenclature complète des différents aciers. Ils vont nous faire les plans en perspective et des différents plans pour la structure, quoi. Ils vont, c'est compris à l'intérieur. Ils vont nous faire le plan de coffrage avec les repérages et ils vont mettre les cotations sur tous les différents endroits stratégiques. Ils vont nous faire des dimensionnements de la structure. Ils vont nous fournir le détail des poutres, des longrines, des poteaux et ils vont nous remettre aussi un document sur la vérification des caractéristiques du sol. Donc, tout ça là, dans un seul document qu'on appelle étude d'exécution du gros œuvre. Et ils vont nous fournir à la fin, si nous accordons sur un prix, ils vont nous donner ce qu'on appelle le principe de mise en œuvre, quoi. Donc, c'est un document qui va nous donner les différentes étapes, ce qu'ils vont faire le premier jour, ce qu'ils vont faire le deuxième jour et le nombre de jours avec le plan. Donc, ce document-là, c'est le principe de mise en œuvre de la construction. Donc, voilà. Et en troisième position, ils vont nous faire ce qu'on appelle une étude de la charpente. Donc, voilà, une étude de la charpente dont il y aura le calcul des efforts, vu que, voilà, le hangar peut être dimensionné pour ne pas supporter des panneaux solaires, mais il faut savoir que nous, on va venir ajouter des panneaux solaires sur la toiture. Donc là, sachant qu'un panneau solaire pèse au maximum entre 15 et 20 kg, donc soit au mètre carré, soit par panneau. Donc c'est une charge supplémentaire. Donc là, pour les besoins de notre hangar, ils vont nous faire ce qu'on appelle une étude de charpente. Ils vont calculer les efforts au niveau des différents points stratégiques. Donc, ça va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle le dimensionnement de notre hangar. Tout ça dans le cadre qui est réglementé, qu'on appelle l'Eurocode. Donc, c'est la norme de l'Union européenne. Donc, tout ceci nous permet d'avoir déjà une idée globale sur ce qu'on appelle les hangars gratuits, les hangars agricoles, les hangars photovoltaïques, les hangars de stockage, etc. Les différentes longueurs, les différentes largeurs, les caractéristiques. Hangar symétrique, hangar asymétrique, hangar monopente avec bardage ou sans bardage, bardage en bois, bardage en acier avec ou sans isolation, etc., etc. Donc, tout ça, nous, en bureau d'études, on va essayer de chiffrer, avoir une idée du prix global. On va aller voir le bureau d'études construction, on va leur donner les coordonnées, ils vont aller sur place, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont nous soumettre un document comme je disais, contenant une pré-étude du gros œuvre, une étude d'exécution du gros œuvre et une étude de charpente. Donc, ce sont ces trois documents différents que nous, ils vont nous renseigner, ils vont nous faire une fiche synthèse et ils vont nous envoyer le prix total. Donc, par rapport au prix qu'eux, ils vont nous donner, on va essayer de discuter un peu le prix, obtenir une marge et voir avec ce que nous, on a en bureau d'études, ce qu'on a comme dans notre devis, si ça rentre, maintenant en fonction de ce que eux ils vont nous dire là-bas, on va maintenant refaire une fiche synthèse à notre apporteur d'affaires qui va renvoyer au prospect ou au futur client. Mais ça, c'est la première étape. Là, je vous ai montré juste le hangar. Là, maintenant, quand vous avez fini de comprendre ce qu'est un hangar, on pourra maintenant passer à un exercice complet où on va essayer de faire toutes les étapes et vous serez maintenant un peu calé. Et ce sera la fin du module et on va passer maintenant à d'autres types de modules. Au prochain module qui sera maintenant réservé au dimensionnement complet de la structure, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé. C'était un peu long, mais il le fallait. Là, au moins, vous êtes calé sur tout ce qui est hangar. Donc, quand vous entendez hangar gratuit, vous savez que c'est pas gratuit. C'est gratuit peut-être pour l'agriculteur ou le monsieur qui a son atelier. Parce que lui, pour lui, c'est gratuit parce qu'il nous met à disposition son terrain, son espace. Mais nous, on va le payer auprès d'un bureau d'études avec nos moyens. Vous comprenez, on va payer. Et des fois même, en fonction de la localisation, le client lui-même, il est aussi amené à payer parce qu'il peut payer le bardage. Si la structure est très chère, très chère. Nous, on peut dire, par exemple, si on prend le bardage à notre compte, ben, nos marges, en fonction de notre analyse financière, ça ne convient pas. Ce ne sera pas rentable pour nous. Donc, on peut délaisser le bardage et lui-même, il prend en charge le bardage. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est gratuit pour lui en apparence, mais pour nous, c'est pas gratuit. Donc, nous, on va gagner l'argent. C'est quand on va mettre nos panneaux solaires dessus, on va
produire de l'électricité et cette électricité va être revendue sur le réseau national du fait qu'on soit raccordé en basse tension ou en haute tension. Donc, voilà un peu le contour de ce qui se passe généralement. Donc, merci et à la prochaine vidéo.